Alors, je vais poursuivre avec une étude réalisée dans les garrigues de Lançon donc, entre 2020 et 2025. Donc, avant de commencer, je vais remercier les personnes qui m'ont donné un coup de main dans le cadre de cette étude sur le terrain. Donc, Gilles Jacotto, Alexandre Lautier et Aurélie Torres. Et je remercie aussi Alexandre pour les analyses de survie qu'il a fait à l'issue de ces résultats. Donc je voudrais juste partir d'un constat qui a un peu motivé cette étude, c'est que maintenant, depuis les recensements qu'on réalise depuis 2010, donc le début de la mise en application du protocole PNA, on peut estimer, on a une assez bonne estimation des effectifs au niveau régional, et on peut dire que ces garrigues accueillent entre 75 et 80% des effectifs. Donc c'est un habitat qui est quand même relativement important pour la conservation de cette espèce dans notre région. Donc pour aller plus loin, l'objectif de cette étude, c'était d'initier, en répondant à un des objectifs du PNA, donc un axe de recherche sur l'écologie de cette espèce en relation avec la gestion de son habitat. Donc jusqu'à présent, on avait, alors d'une manière générale, il y a peu d'études qui ont traité de la dynamique de population de cette espèce. J'en ai comptabilisé 4, donc une en France et 3 en Espagne, et aucune ne traitait de cet habitat. Donc c'est des études qui avaient été réalisées plutôt en milieu stépique ou alors en milieu agricole. Donc cette étude venait un peu combler une lacune par rapport à nos connaissances sur cette espèce. Donc le premier objectif, ça a été de mesurer les principaux paramètres démographiques, donc principalement qui ont trait au cycle reproductif, donc le succès reproducteur, le nombre de jeunes à l'envol, la taille des pontes. Et après, avec la mise en place d'un programme de bagages, donc déposé auprès du centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux, donc on a travaillé donc on a mis en place un programme de capture, marquage, recapture pour travailler et évaluer des taux de survie et de recrutement juvénile. Dans un deuxième temps, l'idée, c'était aussi et c'était surtout de porter à connaissance les résultats de ces études auprès des gestionnaires de ce type d'habitat, donc qui sont amenés à intervenir sur la gestion des garrigues. Donc je pense notamment aux animateurs Natura 2000, mais aussi le public en charge de la gestion de la DFCI, donc de la défense de la forêt contre les incendies. Parce qu'on parle souvent, on observe souvent des travaux mécanisés qui ont lieu en pleine période de reproduction, il faut le dire. Et donc ça pose souvent problème. Et voilà, on voulait évaluer un peu l'occupation de cette espèce sur ces zones débroussaillées mécaniquement. Alors cette étude a été réalisée dans le département des Bouches-du-Rhône, donc dans la ZPS des Garrigues de Lançon, sur le plateau de Puy-de-Madame. Donc c'est un plateau qui présente une altitude qui varie entre 100 et 200 mètres et qui a été intégralement incendié à l'occasion de 2 incendies survenus en 1986 et 1990. Donc, qui ont parcouru dans la quasi-intégralité la surface du plateau. Donc depuis, en termes de gestion, on observe surtout des contrats Natura 2000 de réouverture pour favoriser le maintien de l'élevage ovin. On a aussi des travaux d'aménagement cinégétique, donc qu'on mesure mal à l'heure actuelle, donc qui sont faits pour favoriser le petit gibier. Donc c'est des travaux mécanisés également. Et passage, oui. Et les travaux de la DFCI, donc, qui interviennent directement sur, de part et d'autre, des pistes. Donc là, vous avez le linéaire de pistes sur la zone d'étude. Donc ça représente 35 km de pistes, donc, qui sont débroussaillées périodiquement, à peu près tous les 4 ans, et qui sont, fait intéressant, dans les Bouches-du-Rhône, gérées en alvéolaire. Donc on en a parlé, je crois, tout à l'heure. Donc cette gestion, elle laisse, donc en fait, on réduit la strate de Kermès au plus bas, et on laisse par contre des bosquets, des buissons épars sur ces bandes. Donc c'est des bandes de chaque côté de la piste qui font 25 mètres de large et qui sont, qui sont débroussaillées dans le cadre de ces travaux. Alors, dans un premier temps, l'objectif c'était de cartographier, de localiser les couples reproducteurs sur la zone d'étude. Donc il y a eu un
travail préalable de réaliser en positionnant des points d'observation de manière à couvrir le plus largement possible visuellement la zone d'étude, et avec des passages répétitifs réalisés au mois de mars mois de mars et avril, donc la période optimum pour détecter l'espèce, c'est la période de cantonnement, de champ et le début de la construction des nids. Donc on a réalisé au moins 3 passages exhaustifs sur l'ensemble de la zone pour détecter et localiser les couples cantonnés. Donc concernant le programme de bagage, donc, on a tenté de capturer un maximum d'adultes reproducteurs et de les recontrôler d'année en année, donc pour faire des analyses de survie et de fidélité au site de nidification. Donc tous les oiseaux capturés ont été bagués à l'aide d'une bague muséum, du Muséum d'histoire naturelle de Paris, et à l'aide également d'un marquage complémentaire. Donc ici, une bague d'Arvik. L'idée, c'était de ne pas recapturer les oiseaux. Donc les pygrièches sont connus pour être des oiseaux très difficilement recapturables une fois qu'elles ont été capturées à l'âge adulte. Donc là, cette bague d'Arvik, c'était surtout avec... Donc, elles sont équipées d'un marquage alphanumérique, donc qui permet de les individualiser et de lire les bagues à distance. Donc tous les poussins, quant à eux, ont été bagués directement au nid à l'âge de 10-12 jours, donc l'âge préconisé pour le bagage chez ce type d'espèce. Alors la capture a été réalisée à l'aide de clapnet. Donc la technique, c'était qui s'est vite imposée au bout dès la 2e année. Donc c'est le dépôt de 2 clapnets sur les territoires occupés. Donc les clapnets, c'est les petites cages faites de filets avec des arceaux. Donc c'est un système de fermeture à ressort qui est déclenché dès que l'oiseau vient se percher au centre de la cage, donc sur un petit perchoir, attiré par un appât vivant placé dans une petite cage au centre du clapnet. Donc dans certains cas, parce que sur tous les territoires, il n'y a pas de sol nu, pas forcément, donc il y a des territoires qui sont recolonisés assez fortement par la dynamique du chêne kermès, donc qui s'embroussaillent. Donc là, pour augmenter la visibilité du dispositif, on a également, dans certains cas, placé le clapnet sur un plateau lui-même fixé sur un trépied photo. Alors pour le contrôle, donc j'ai expliqué qu'on avait mis en place un système de codage par bague d'Arvik complémentaire. Donc l'idée, c'était pas de lire les bagues à distance avec un télescope. L'espèce est très farouche, et alors en plus dans ce type d'habitat, les oiseaux se posent dès qu'ils sont dans la végétation, posés en haut d'un chêne kermès ou d'un chêne vert. On voit pas du tout les tarses. Et comme le disait tout à l'heure Alexandre, c'est très difficile d'observer une pygrièche méridionale à moins de 100-150 mètres dans de bonnes conditions. Donc l'idée, c'était de mettre en place un dispositif et de tester un dispositif avec contrôle par piège photo. Donc placé sur le terrain, pareil sur les territoires. Alors quand on avait l'emplacement du nid, on plaçait ces dispositifs dans un rayon de 15-20 mètres à proximité du nid, et on laissait les pièges photos pendant 24-48 heures. Donc avec un criquet d'élevage attaché sur une des petites planchettes et retenu par un fil de pêche. Donc alors ces pièges photos, ils ont la particularité, c'est le seul modèle qui existait, puisqu'il est plus en vente, d'avoir une mise au point à 50 cm. Donc c'est pas quelque chose qui aurait été possible avec les pièges photos traditionnels, qui sont plutôt calibrés pour un déclenchement à 1 mètre, 1,50 m, pour plutôt des animaux de grande taille. Enfin, pour finir avec la méthodologie, donc la difficulté qui s'est vite présentée dans ce type d'habitat, c'est que les oiseaux disparaissent très vite. Une fois qu'ils décollent, ils volent en rase-motte et on les perd très vite de vue. Donc initialement, j'avais espoir d'observer et de localiser les nids à partir des comportements observés, typiquement le transport de matériaux pour la construction du nid, dès le mois de mars ou début avril. Bon, en 6 ans, j'ai vu 2 apports de matériaux. Donc très rapidement, donc, on a changé de stratégie. Donc les nids ont été cherchés et trouvés
à partir des perchoirs, des principaux perchoirs utilisés par les oiseaux, et en rayonnant et en cherchant systématiquement par période de 15-20 minutes pour essayer de localiser le nid à partir de ces observations. Donc ça a été réalisé dans des conditions météo favorables, bien sûr, et surtout ce qu'on prenait bien en compte, c'est l'absence de corvidés visibles sur le périmètre du nid recherché. Alors les premiers résultats qu'on voit ici, donc sur une carte, donc ça montre, donc là on a les 30 territoires de Pygrièche méridionale occupés au moins une fois par un couple reproducteur sur la zone d'étude. Donc on arrive à des densités qui varient entre 1,7 et 2 couples pour 100 hectares de garrigues. Donc là on est très certainement dans un optimum, donc c'est supérieur aux résultats que présentait Alexandre tout à l'heure. Mais là on est vraiment sur l'optimum d'habitat, je pense, pour cette espèce. Donc chaque année, on a trouvé entre 21 et 24 couples cantonnés sur la zone, plus 2 à 5 territoires occupés par un seul individu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de couple. Donc généralement, on ne retenait pas ces territoires pour réaliser le suivi de leur reproduction. Pour exemple, il y a un territoire où j'ai trouvé assez facilement le nid, et que j'ai suivi pendant 4 ans. Donc j'ai trouvé le nid, les 4 nids étaient dans un rayon de 15-20 mètres de diamètre, et j'ai jamais observé le couple. Et j'ai bagué les poussins pendant 4 ans qui se sont envolés. Donc ça, sur certains territoires, c'est très très complexe d'arriver à observer par manque de points d'observation adéquats. Donc là, généralement, on continuait pas. Donc, observé le couple, tu n'as pas observé les deux individus ensemble. Tout à fait, voilà. Je voyais un oiseau à chaque fois, mais jamais le couple ensemble. Donc, et chaque année, donc, entre 18 et 22 couples ont été suivis donc, avec le relevé des paramètres de reproduction pour un total de 93 couples sur la durée de l'étude. Alors le bilan de bagage, on a pu baguer 76 adultes, donc 40 femelles et 30 mâles durant la période, et un total de 309 poussins. Donc, concernant la technique de capture, donc avec ces 2 clapnets laissés, alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que ces clapnets ils sont laissés en aveugle pendant 15 minutes. Donc on disparaît de la circulation, on pose les 2 clapnets sur le territoire et on revient 15 minutes plus tard. Donc on est à un taux de capture de réussite de 45%, donc quasiment un essai sur 2, on a au moins une pygrièche. Dans quelques cas, on a même eu le couple en simultané avec un adulte dans chaque clapnet. Concernant le taux de contrôle, alors au piège photo, ici j'entends par contrôle au moins une pygrièche prise en photo sur le dispositif. Donc on est à 66% de réussite. Donc ça a été, c'est ce qui a permis d'ailleurs d'avoir un jeu de données suffisant pour faire des analyses de survie. Et au total, on arrive à 119 contrôles donc, réalisés sur les adultes reproducteurs durant la période. Alors là, on voit très bien nettement donc, la différence entre le contrôle réalisé au piège photo, on est à 77%, et seulement 23% avec de la recapture des oiseaux au clapnet. Et sur ces 23%, seulement 2 tiers des oiseaux concernés des oiseaux qui avaient été bagués poussins. Donc si on prend juste les adultes reproducteurs recapturés une fois au clapnet, on est à 14%. Alors dans 34%, au piège photo, on n'avait pas de pygrièche, mais parfois on avait des invités surprises, donc comme ici un lézard osselé, on a eu du cresserelle, du rôlier, de la pygrièche écorcheur au passage, puisqu'elle ne niche pas sur le site. Dans 30%, donc une pygrièche non baguée. Donc là, à partir de ce moment-là, on enclenchait une tentative de capture dans les jours suivants. 36%, une pygrièche baguée. Donc là, on voit la bague d'Arvik, on arrive à l'identifier. Et on a observé assez rapidement sur la première année des cas de perte de bague d'Arvik qu'on a compensé donc, en changement de système et en installant un système de bagues métal colorées beaucoup plus adapté pour les contrôles. Donc là on voit alors elle est un peu sombre, mais l'avantage des bagues colorées en plus c'est selon le positionnement du tarse, on arrive facilement à lire la combinaison de couleurs sur le tarse de l'oiseau.
Donc les analyses de survie à partir du jeu de données recueillies, donc on obtient un taux moyen de survie annuelle de 0,59 pour les mâles et de 0,38 pour les femelles, et avec un taux de survie juvénile estimé à 0,12. Alors à ce stade, on pense pas que ce soit le plus faible taux de survie pour les femelles soit lié à de la surmortalité. On pense que c'est plutôt lié à la dispersion postnuptiale des femelles reproductrices. Donc, là, si on regarde le taux de fidélité des oiseaux sur leur site de reproduction d'une année sur l'autre, on est à 92% pour les mâles. Et encore, les 3 mâles qui ont changé de territoire, ils sont vraiment passés sur le territoire voisin à 300 mètres, alors qu'on est à 55% pour les femelles. Alors 132 nids ont été trouvés dans le cadre de cette étude, donc avec respectivement 92 premières pontes et 40 pontes de remplacement. Donc les nids sont construits pour la majeure partie des cas, dans 68% dans des chênes verts, et à part égale à peu près sur des chênes kermès ou des filaires à feuilles étroites. Donc les nids sont construits à 1,20 m en moyenne de hauteur, et ça me replonge dans l'étude. Donc, en cas de ponte de remplacement, donc les nids sont distants d'une distance médiane de 156 mètres. Alors la surprise, c'est que les nids sont construits, quasiment un nid sur 5 est construit directement dans les bandes débroussaillées de sécurité. Donc il n'y a pas du tout d'effet de fuite de l'espèce par rapport à ces bandes. Au contraire, elles les utilisent de manière normale. Alors c'est à peu près proportionnel puisqu'on est à 13% de la surface de la zone d'étude que représentent ces bandes débroussaillées de sécurité. Alors, les pontes comportent 5,3 œufs en moyenne, sont déposées entre la fin mars et le début du mois de juin, avec un pic très net sur la 3e décade d'avril, et des pontes de remplacement qui peuvent commencer dès le début du mois de mai. Donc le succès reproducteur est faible en première ponte, donc seulement 45% des couples réussissent à produire un jeune à l'envol. Par contre, de la même façon, une surprise, c'est qu'on a un gros taux de pontes de remplacement, donc dans 78% des cas, qui permettent, in fine, sur la saison de reproduction, d'obtenir en moyenne, sur la période de l'étude, 73% des couples qui réussissent à produire au moins un jeune à l'envol. Donc avec une forte variabilité interannuelle qui varie entre 50 et 91%. Et au final, donc on obtient une productivité de 3,3 jeunes envolés par couple reproducteur et 4,6 si on ne tient compte que des couples reproducteurs nicheurs avec succès. Alors si on compare ces résultats avec les autres études menées dans d'autres types d'habitats, alors on a des résultats assez variés. Donc on voit que notre étude figure parmi les meilleurs taux de succès reproducteurs enregistrés pour l'espèce. On a des résultats contrastés. Par exemple, si on prend la croix voisine et qu'on se réfère à une étude réalisée en 94-95, seulement 46% produisaient des jeunes à l'envol à l'issue de la saison de reproduction. Mais par contre, sur une étude comme celle menée dans le sud-est de l'Espagne, en zone agricole, les résultats montraient 83% des couples avec succès reproducteur. Par contre, les auteurs concluaient que c'était une population en déclin. Donc, ce qui ne veut pas forcément dire que si on observe un bon succès reproducteur, la population est en croissance. Donc là, on voit par rapport à ces garrigues, on est donc sur des effectifs importants, en forte densité, avec une population stable, donc observée dans le cadre de cette étude, mais aussi avec les résultats obtenus dans le cadre des 10 ans de suivi sur l'ensemble des garrigues de Basse-Provence, et une productivité élevée. Alors pour aller plus loin, donc on a organisé une journée technique en partenariat avec la métropole, et donc il y a réuni une 50aine de personnes où là on a rappelé, on a présenté les résultats de cette étude.
On a rappelé les enjeux de conservation sur l'espèce et surtout on est allé sur le terrain donc avec les agents techniques, donc les forestiers sapeurs, les agents de l'ONF, une personne du CERPAM qui est venue présenter un peu les enjeux liés au pastoralisme et au maintien du pastoralisme et aux contraintes aussi de cette activité dans les garrigues. En termes de communication aussi, donc on a réalisé des cartes de sensibilité, donc à destination là principalement du site Natura 2000, donc qui croise l'enjeu des FCI et la présence des pigrièches sur les massifs, donc avec une recommandation de ne pas intervenir entre le 15 mars et le 15 juillet sur ces bandes débroussaillées de sécurité. Et pour conclure, donc, depuis cette année, donc, la LPO PACA porte un projet PREGO, donc programme de restauration et d'entretien des garrigues ouvertes, avec un projet de cartographie donc des couples de pigrièches méridionales sur l'ensemble de la ZPS des garrigues de Lançon, qui, rappelons-le, accueille quasiment 10% des effectifs nicheurs du pays. Et la programmation donc, de travaux de réouverture sur les sites occupés le plus menacés par la fermeture et la dynamique du chêne kermès. Donc bien évidemment en dehors déjà de l'emprise des FCI et en complémentarité avec l'animatrice du site pour optimiser que ces zones réouvertes et maintenues ouvertes soient associées à du pastoralisme après coup. Voilà. Bonjour, Kevin Courtois de la métropole Aix-Marseille-Provence. Comment vous expliquez la différence de taux de succès reproducteur entre la première ponte et les pontes de remplacement? Alors, je suis passé vite sur les causes d'échec. Donc les causes d'échec avérées ou fortement supposées sont liées à la prédation. Donc dans 76% des cas, c'est de la prédation. Alors très probablement, le prédateur typique sont généralement les corvidés et la pie bavarde en particulier. Mais aussi, on a constaté de la prédation par des petits carnivores type fouine et renard. Donc la différence entre la première et la deuxième ponte, peut-être un taux de prédation qui faiblit avec l'avancée de la reproduction, et aussi, alors ça c'est observé, donc vraiment un comportement d'évitement encore plus prononcé sur la ponte de remplacement. Alors ça c'est purement appréciatif, hein, mais elles sont encore plus difficiles à observer, elles sont encore plus discrètes sur la ponte de remplacement. Olivier Soldi de l'OFB. C'est très intéressant le sujet de la DFCI et des causes que ça peut avoir sur les espèces. La conclusion, c'est quoi alors au final? Parce que dans la présentation d'Alexandre, il y avait quand même un effet infrastructure humaine. Alors, la piste DFCI n'était pas dans les infrastructures humaines. Ok. Non, ben, non, c'était les routes, mais pas les pistes DFCI. Les pistes DFCI étaient mises à part et on n'a pas trouvé d'effet significatif, en fait, ni négatif ni positif, de la longueur des pistes DFCI dans un carré. Ok, ben ça répond à la première question, merci. Et donc ça veut dire que là, sur ton étude, l'idée, ça serait qu'il y a un impact quand même plutôt intéressant sur l'ouverture du milieu, si ça respecte certaines conditions. En plus, il n'y a pas d'effet trop de dérangement, puisque tu disais qu'il y avait quand même quelques couples qui étaient sur la bordure. Donc voilà, est-ce qu'il y a un effet de dérangement ou pas? Parce que la piste d'FCI engendre un passage véhicule, piéton, vélo, etc. Est-ce que tu as noté, toi, un impact fort là-dessus? Et la conclusion globale, c'est quoi alors? Est-ce que c'est plutôt favorable? Enfin, est-ce que tu peux avoir une conclusion là-dessus? Il n'y a pas de différence significative sur le succès reproducteur entre les couples qui nichent dans la piste des FCI et les couples qui nichent en dehors de ces pistes. L'impact auquel on peut penser, c'est... alors, les travaux des FCI, s'ils sont faits en dehors de la période de reproduction, ça ne pose pas de problème. On montre que c'est plutôt bénéfique, donc, parce que c'est géré en alvéolaire, hein, encore une fois. Donc, si on va dans le département voisin du Var, ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours le cas.
Donc là, il n'y a pas du tout d'arbustes, d'arbres laissés sur les bandes débroussaillées de sécurité. Donc là, on perd un peu le bénéfice des travaux. Et par contre, on peut penser à des demandes qui peuvent être faites par contre d'organisation d'événements sportifs sur ces sites en période de reproduction. Donc je pense à des trails qui peuvent mobiliser des centaines de personnes sur une demi-journée, voire une journée complète, avec un parcours qui va passer auprès de je ne sais pas combien de nids. Et là, dérangement répété, je pense qu'il y a un fort taux d'abandon à la fin de la journée. Merci. Alors, je suis désolée, on ne va pas pouvoir prendre plus de questions. Par contre, ça va être la pause. Donc, vous pourrez continuer d'en discuter avec Olivier et Alexandre pendant 10 minutes. On fait une petite pause de 10 minutes. Voilà. Merci encore à vous deux.